Bonjour ou bonsoir à vous tous et merci de nous retrouver dans le Monde en 7. Vous connaissez désormais le principe de cette émission. Nous revenons sur les principaux sujets qui ont fait l'actualité dans la semaine, ces sujets qui nous ont paru importants. Et cette semaine a été marquée par, justement sur le continent, des sujets importants. On va parler du Gabon avec le renversement du pouvoir des Bongo. Nous parlerons aussi du Niger où Tinubu, le président nigérian, semble lâcher un peu du lest sur sa position par rapport au coup d'État au Niger et l'immunité de l'ambassadeur français également levée dans ce pays. Et puis on évoquera aussi le Burkina Faso. Le gouvernement donne feu vert à l'envoi des militaires au Niger. Et pour parler de tous ces sujets sur le plateau aujourd'hui, deux invités avec moi, Samir Ouro-Sama. Samir Ouro-Sama est président de l'association Initiative citoyenne des jeunes, La Voix des enfants. Il est également juriste. Bonjour. Bonjour Samuel, bonjour à tous ceux qui nous suivent un peu partout à travers le monde, notamment nos compatriotes qui nous suivent un peu à Niamey, à Ouagadougou et puis à Libreville, toujours grâce à Niwa TV. Justement, nous sommes très suivis dans ces pays d'Afrique avec l'actualité, hein, justement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le second invité est également un juriste, voilà, qui promet un débat bien passionnant juridiquement. Marcel Agbessinou, juriste et journaliste. Bonsoir Marcel. Bonsoir Sam et bonsoir à nos téléspectateurs et téléspectatrices, sans oublier mon co-débatteur, un ami de formation, ouais. Un ami on avait eu la même formation à l'université de Lomé. Et je voudrais saluer la diaspora togolaise et nigérienne, africaine en général, en disant que toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, cette société n'a pas de constitution. Merci beaucoup. Je pariais en préparant cette émission dans mon esprit que vous sorteriez cette citation. Ça devient la marque de fabrique chez vous. Merci beaucoup. Bon, moi, je n'ai pas de citation. On attaque tout de suite. C'est le Gabon. Le Gabon, depuis 3 jours maintenant, c'est fini pour le clan Bongo qui dirigeait ce pays d'une main de fer depuis plus de 5 décennies. Ali Bongo, le fils, a été déposé par les militaires. C'est ce qu'on appelle un coup d'État contre donc, le président Ali Bongo Ondimba, qui avait pourtant été déclaré vainqueur des élections du 26 août dernier. Samir Ouro-Sama, une question avant de suivre l'illustration. Est-ce que vous avez été surpris par ce coup d'État? En réalité, on s'est retrouvé dans une situation à laquelle nous ne nous attendons pas parce que lorsque vous êtes dans un processus comme ce que nous avons assisté au Gabon, on s'attendait puisque le président sortant a tout mis en place. Il a écarté tous les médias internationaux, il a interdit l'arrivée des observateurs internationaux. Donc le scrutin a été piloté de bout en bout par le président lui-même. Il s'est assuré d'avoir le contrôle de tous les appareils d'État qui participaient à l'organisation et à la supervision de la bonne tenue de ces élections-là. Donc, on s'attendait soit à la fin à ce que nous avons l'habitude de voir sur le continent africain. Lorsqu'on proclame les élections, s'en suivent les contestations, notamment de l'opposition. Après, nous allons voir dans les différentes rues la population qui sort pour manifester son mécontentement par rapport à la conduite du processus électoral. Et dans la foulée, l'armée va intervenir pour mater la population qui revendique la vérité des urnes. Sauf que dans ce cas d'espèce, cela a été une véritable surprise parce que le Gabon est l'un des rares pays au niveau de l'Afrique francophone à avoir une certaine stabilité. Depuis je pense, une demi-siècle, où il y a véritablement une armée républicaine qui a véritablement compris que son rôle était d'assurer la sûreté, la sécurité du pays. Mais cela a été une surprise de constater que au cours d'un processus électoral comme ce que nous avons vu au Gabon, l'armée sort de nulle part et décide de mettre fin au régime en place et prend le pouvoir.
même si on s'attendait à ce que l'armée donne une autre ouverture par rapport à cette situation qui prévaut dans ce pays depuis quelques années déjà. Mais c'est véritablement un virus qui semble contaminer les armées africaines et ça doit nous interpeller sur le rôle aujourd'hui qui revient à l'armée dans nos pays africains. Marcel Agbessino, même question. On a vu, j'imagine que les gens n'avaient pas vu venir cette situation parce que celui qui vient d'être renversé depuis 2018 était malade, diminué par la maladie. L'armée n'était pas intervenue en ce moment-là. Est-ce que vous aviez des éléments qui vous laissaient penser que quelque chose allait se produire au Gabon? Oui, moi, au prime abord, en analysant le contour même dans lequel l'élection présidentielle a été organisée ce jour-là, et l'Internet a été coupé, les médias internationaux sont renvoyés sans motif valable, sans arguments tangibles, et l'élection se déroule comme si nous sommes dans le 7e siècle. Et l'élément probant aussi est que les médias internationaux là, ils venaient pratiquement de la France. Et l'État français, c'est un État qui a beaucoup de son intérêt au Gabon. Je voudrais dire que je suis un peu étonné le jour-là de constater avec découragement qu'une élection présidentielle qui devait normalement regrouper tous les acteurs, on a vu des gens de l'Internet coupé dans ce pays. Ouais. Ali Bongo se reprochait de quoi? Les signaux étaient tellement forts que l'on en arrive à ce que nous vivons aujourd'hui. Ouais. Donc l'armée, pour s'interposer entre les deux parties, selon leurs arguments, que l'élection est annulée parce que l'élection est sortie de son cadre légal. Ouais. Effectivement, c'est sorti de son cadre légal. Ali Bongo était au pouvoir depuis 2009. Suite à la mort de son père ouais. Ondjiba Oumar Bongo, voilà son nom, Oumar Bongo. Et ce pays a été pratiquement gouverné par la même famille depuis 55 ans, banalement, un demi-siècle. C'est un peu révoltant de constater qu'une seule famille est à la manette, prend une destinée, prend le règne de tout un peuple durant 55 ans. Et on n'ouvre pas l'espace politique pour tous les acteurs. L'espace politique est fermé. Les lois sont piétinées. On révise comme on le veut la constitution que le peuple s'est donnée à travers des rencontres solennelles. Une seule personne se retrouve avec ses amis. On retrouve une constitution et on taille cette constitution en sa propre mesure et on crée un boulevard devant sa propre personne. C'est un peu compliqué d'organiser des élections dans ces pays où la loi n'existe plus, où le chef de l'État, il est à la manette de toutes les institutions. Il y a le verrouillage de toutes les institutions. Donc, Ali Bongo a créé, ou bien il a les germes de sa propre destruction. Samir Orosama, on a vu tout le monde était étonné quand même des conditions dans lesquelles cette élection a été organisée. Vous l'avez rappelé, Internet coupé, frontières fermées, médias étrangers interdits, observateurs interdits. Le président, à un moment donné, c'est-à-dire il doutait, il craignait que les choses allaient lui échapper. C'est pour ça qu'il a pris toutes ces mesures-là. Non, c'est-à-dire que quand vous prenez la situation du président Omar Bongo, Ali Bongo, autant pour moi, vous vous rappelez en 2016 ce qui s'est passé avec cette fameuse histoire de la localité de Otogoué, ouais. Où cela a véritablement circulé un peu partout à l'international, même aux Nations Unies, où des rapports ont été produits pour dire qu'en réalité les élections ne sont pas passées dans la transparence et que le processus a été illégal et tout. Donc quand vous avez en place dans un pays comme le Gabon, un régime qui est là, qui gouverne depuis plus de 50 ans et qui a véritablement une assise terrible. Quand vous prenez un peu la campagne électorale, vous vous rendrez compte que le PDG, c'est véritablement un grand parti. Ouais. C'est carrément un parti-État où
vous avez un parti comme ça qui a les moyens, il se dit que bon, si nous avons commis l'erreur l'année dernière de faire venir même les observateurs internationaux pour superviser les élections, ensuite nous avons vu ce qui s'est passé, on a vite fait cette année de prendre les dispositions nécessaires. Ali Bongo, il est très bien conseillé aujourd'hui. On lui a conseillé de verrouiller tout, de faire en sorte que l'élection présidentielle se déroule à huis clos, de proclamer l'élection et de continuer par gérer le pays comme bon le semble. Donc c'est ce qu'il a suivi à la lettre, sauf que cette fois-ci, il y a une véritable surprise parce que les gens de son entourage n'étaient pas tout à fait unanimes par rapport à la manière dont le processus s'est conduit. Notamment, beaucoup accusent sa sœur Pascaline Bongo d'être remontée contre son frère, puisque depuis la mort de leur géniteur, la dame semble être écartée des affaires publiques. Sauf que la dame, elle a une base vraiment assise aussi, puisqu'on se rappelle qu'elle a été aux côtés de son père durant plus de 15 ans, 20 ans comme ça, en tant que directeur de cabinet. Donc, les gens disent qu'elle est à la base de tout ce qui s'est passé ces derniers moments-là avec à la solde la garde républicaine dirigée par un certain... l'armée pour le coup d'État. Exactement, sauf que bon, on en viendra parce que pour moi, ça a été véritablement une mise en scène. Ce qui s'est passé au Gabon, ce n'est pas un coup d'État en tant que tel. On va venir à ça tout de suite et on le rappelle. On a vu dans la matinée la commission, enfin le conseil gabonais des élections a donné les résultats qui donnaient Ali Bongo vainqueur avec un peu plus de 64% des voix. Une trentaine de minutes après, on voit c'est les militaires en treillis qui apparaissent devant les écrans et qui annoncent eh bien justement que cette élection est invalidée, toutes les institutions sont dissoutes et que Ali Bongo est déposé, gardé à résidence surveillée. On va écouter les propos de ces militaires-là. Faisant suite à la réunion de ce jour, à laquelle ont pris part la totalité des commandants en chef et des chefs d'état-major, ainsi que les généraux en deuxième section de la République gabonaise. Le général Oligui Nguema Brice a été désigné à l'unanimité président du comité pour la transition et la restauration des institutions, président de la transition. Alors voilà, on a plutôt suivi donc l'élément où l'armée désignait le général Brice Clotaire Oligui Nguema, président du Gabon. Un peu plus tôt, cette armée annonçait donc avoir déposé le président Ali Bongo, qui était gardé à résidence surveillée. Si la technique peut nous aider à regarder à nouveau l'élément suivant. Monsieur Ali Bongo Ondimba est gardé en résidence surveillée. Il est entouré de sa famille et de ses médecins. Les personnes dont les noms suivent sont arrêtées notamment pour haute trahison contre les institutions de l'État, détournement massif des deniers publics, malversation financière internationale en bande organisée, faux et usage de faux, falsification de la signature du président de la République, corruption active, trafic de stupéfiants. Il s'agit de Noureddine Bongo Valentin, Yann Ghislain Ngoulou, Mohamed Ali Saliou, Abdoul Osseni, Jesse Ella Ekoga, Steve Nzeko Dieko, Syriac Mvouranjami. Voilà donc cette annonce, Ali Bongo gardé en résidence surveillée. Pendant ce temps, son fils, qui était pressenti aussi un peu pour prendre la succession de son père, est arrêté pour les faits que vous avez entendu évoquer, Marcel Agbessinou. Ce coup d'État, pour vous, beaucoup disent qu'il est un peu trop beau pour être un véritable coup d'État, que ce serait une mise en scène. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Bon, je vais disséquer la question en deux phases, en deux écoles. La première école, je peux comparer ce coup d'État à ceux que nous avons déjà vécu au niveau du Sahel, Oui, Mali, Niger, Burkina Faso. Oui. Et dans ces coups d'État ces pays que je viens de citer, tout récemment, Mali, Niger, Burkina Faso, Niger, vous constaterez avec moi que dans la foulée, dans l'ambiance qui régnait autour des militaires, la population était sortie massivement pour soutenir les militaires. Et dans la foule innombrable que nous avons vue sur les réseaux sociaux à travers ces coups d'État dans le Sahel, vous allez voir le drapeau national aux côtés des drapeaux russes. Voilà le premier cas d'école que je suis en train de développer. Le drapeau russe revenait régulièrement dans la masse. Et les manifestants ont brandi le drapeau russe sans peur ni crainte. Mais si nous revenons à l'actuel coup d'État au Gabon, où l'armée, comme si l'armée s'est concertée avant même le jour J de l'élection, où on a identifié les fauseurs. Il y a ceux-là qui font de faux en écriture et qui font de la gabégie. Ils sont identifiés par l'armée. L'armée attend seulement le jour J des élections pour faire la mise en scène. Mais dans la masse également au niveau du Gabon, j'ai cherché maintes reprises d'aller trouver des drapeaux russes pour au moins affirmer avec certitude qu'effectivement c'est un véritable coup d'État, mais tel n'est pas le cas et tel n'était pas le cas. La situation sécuritaire n'est pas la même non plus. Le Gabon ne fait pas face à le terrorisme. Mais on ne refuse pas. Nous sommes régis par un filet invisible d'interdépendance. Il y a un vent de libération qui souffle peut-être dans ces pays que vous avez évoqués précédemment, où les populations demandent le départ des troupes étrangères, notamment françaises. Ce n'est peut-être pas la même situation. Mais vous avez passé un peu à côté de la situation. Le Gabon aussi, il y a des troupes françaises là-bas, à peu près 500 personnes. Ce que je dis, c'est que la situation n'est pas la même. La situation n'est pas la même, mais le Gabon vit sous un régime autocratique et dictatorial et sous d'une même famille depuis 55 ans. Alors que les Maliens ne vivent, il n'y a pas une seule famille qui gouverne le Mali, ni le Niger, ni le Burkina durant 55 ans. Donc, au Gabon, on n'a pas vu le drapeau russe. Tout a été tellement calme, comme si il y a quelque chose, on a négocié avec la métropole, on ne sait pas. Donc, avec ça, moi je dis que je peux m'inscrire derrière ceux qui disent qu'il y a mise en scène au niveau du Gabon. Parce que l'armée est un peu complaisante avec la métropole, on ne sait pas. Attendons de voir les jours à venir pour au moins déchiffrer avec les instituts. Samir Ourossam, un simulacre de coup d'État? Bon, on peut le dire ainsi parce que quand vous regardez un peu, lorsque le porte-parole des putschistes a annoncé que certaines personnes sont reconnues coupables de corruption, de détournement de fonds, mais eux, ils ne sont pas épargnés, ils ne sont pas exempts. Ceux qui sont à la tête de ce coup d'État ne sont pas exempts de toute reproche, notamment celui qu'ils ont désigné comme président. On se rappelle très bien, l'Organisation américaine de lutte contre la corruption l'avait même cité dans un des rapports comme ayant acquis des biens au niveau des États-Unis. Et je me rappelle la réponse qu'il avait donnée, que la vie privée d'une personne demeure sa vie privée. Donc, vous comprenez que la vie privée de Noureddin Bongo demeure également sa vie privée. Et sur quelle base ils se sont fondés pour... je ne sais pas, c'est-à-dire que tout s'est passé comme si nous étions dans un pays de non-droit où les militaires peuvent sortir un bon moment et décider de qui on peut arrêter, de qui on ne peut pas arrêter. Et eux-mêmes, je ne sais pas s'ils sont devenus un tribunal, ils sont devenus une juridiction, eux-mêmes définissent les chefs d'accusation et permettent à ce qu'on attaque les gens. Non, c'est-à-dire que le Gabon n'est pas une forêt sans règles, sans droit. Ce n'est pas un État barbare, c'est un État de droit. Si vous voulez faire les choses en bonne et due forme, puisque vous dites que les élections ne se sont pas déroulées dans les règles de l'art,
que cela a été attaché d'irrégularité, de manque de transparence, d'illégalité, vous vous mettez à poser des actes comme ça. Ça prouve que n'eût été la force de l'arme, en réalité, vous n'avez aucune légitimité. Bon, vous n'êtes pas légal aux yeux de la loi. Ouais. Et je ne vois pas sur quel texte il se base pour pouvoir déjà prendre des mesures de qui on doit arrêter, de qui on ne doit pas arrêter. Parce que avant d'accuser quelqu'un d'avoir détourné des biens publics ou des deniers publics, avant d'accuser quelqu'un de gabegie financière, ouais, vous devez mener des enquêtes dans un état de droit. On sait comment ça se passe. Vous devez mener des enquêtes et c'est le procureur de la République qui doit délivrer un mandat d'arrêt pour qu'on aille chercher la personne et que la personne puisse répondre tout en respectant ses droits devant une juridiction pour les faits pour lesquels il est accusé. Mais ce qui se passe aujourd'hui au Gabon, on se rend compte que, et comme moi je l'ai toujours dit, ça reste toujours ma philosophie, ça veut dire que lorsque vous êtes dans une situation où vous avez la maîtrise et la force de l'arme, vous pouvez à un moment donné, lorsque vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, prendre le pouvoir. Parce que vous imaginez si Omar Bongo avait aussi de son côté une armée fidèle qui avait aussi la force de l'arme, on devrait assister à une certaine situation sanguinaire où le sang allait couler. Sauf que dans cette partie, il n'y a qu'une seule personne qui a l'arme. Parce que sans les armes, je ne pense pas que l'armée peut prendre le pouvoir au Gabon. Oui. Ils ne pourront pas le faire, comme ce fut le cas au Niger, au Burkina Faso, en Guinée, et tout ce que vous connaissez comme cas de coup d'État. Donc, ça laisse à désirer véritablement sur cette volonté réelle de l'armée de pouvoir mettre fin à cette situation, parce que parmi ceux qui ont pris le pouvoir, si vous allez chez eux à la maison, vous allez aussi retrouver les liesses de billets. Vous allez aussi vous allez aussi retrouver dans les comptes internationaux au niveau de ces pays occidentaux les comptes bancaires qui appartiennent à ces hauts gradés de l'armée au niveau du Gabon, notamment ce qui se passe au Niger. On en parle là véritablement. Alors ici, on a quand même, si on revient même à la commission du coup d'État, la première chose que les militaires ont évoquée, c'est les élections. Et vous l'avez rappelé, les conditions même dans lesquelles ces élections ont été organisées, ça laissait à désirer. On sait même que la santé du président Ali Bongo très diminuée. Je ne sais pas qui sont les médecins assermentés au niveau du Gabon, mais ils arrivent toujours à trouver qu'il est en très bonne santé. Finalement, toutes ces conditions étaient opportunes pour que l'armée intervienne? Oui. Si nous analysons le contour des élections, l'organisation elle-même est un peu biaisée et faussée. Et la CENI, la commission en charge des élections est aux ordres du président de la République, Ali Bongo, qui n'est même pas physiquement en bonne santé. Et toutes les institutions sont infodées. Vous vous rappelez, pendant l'élection, il a dit « je vais très bien ». Ça a été toujours comme ça. Les présidents africains, les dictateurs, ils ont leur manière de séduire la foule. Donc l'élection a été tellement une élection opaque. Les institutions, même avant l'élection, même sont déjà en berne, étant donné que le chef de l'État, qui est censé être le premier magistrat, le grand maître des ordres nationaux, il est souffrant depuis un certain moment. Régulièrement, il est admis au centre hospitalier ou bien dans des hôpitaux au Maroc. Et probablement c'est sa femme là qui a la manette, Sylvia Bongo. C'est comme si le cas de l'autre là qui est au Cameroun, Paul Biya, qui passe 8 mois en Suisse et 4 mois au Cameroun. Depuis donc 2019, voilà, lui n'a pas eu de conseil des ministres. Voilà, je sais pas. Il est en train de gouverner le Cameroun là-bas de son côté par procuration. C'est un peu compliqué. Et si nous revenons encore sur notre fameux coup d'État et l'organisation elle-même de l'élection présidentielle au Gabon, je peux dire que l'élection là est venir à point nommé pour accélérer les choses, pour que l'armée aille déposer bon an mal an le président Bongo qui est en train de faire 14 ans déjà au pouvoir sans résultat escompté, et alors que le Gabon c'est un pays, c'est une nation très riche en pétrole et en bois et en manganèse, mais le pays vise toujours en soi de... C'est ce qu'on appellerait quelque part la malédiction du sous-sol. Effectivement. En même temps, quand on analyse le scénario qu'on a vu ce 26 ou 27 août très tôt le matin, pourquoi avoir attendu? C'est vrai, aucun coup d'État ne se justifie, mais on analyse la situation. Pourquoi avoir attendu que des milliards aient été dépensés pour une élection dont les résultats sont donnés et venir mettre fin à ce processus?
c'est ce qui soulève un peu la sincérité du coup d'État. Parce que vous rendrez compte qu'en réalité, les militaires se sont rendus compte qu'on risque d'assister à la même scène que ce qui s'est passé en 2016. C'est-à-dire que à la suite de la proclamation des élections, on va aussi entendre la contestation au niveau de l'opposition. Ensuite, nous allons voir dans les rues, la population va commencer par manifester. Et après, vous allez voir que l'armée va commencer par réprimer tout cela. Vous voyez, donc c'est pour éviter à ce que on en arrive à cette situation où après le régime de Bongo va être contesté un peu, ça va prendre un peu de temps, le Gabon va être boycotté un peu par certaines nations, après ça va se rétablir. Donc l'armée s'est dit que c'était une véritable occasion, sauf que je le rappelle, ils ont manqué de rentrer dans l'histoire. Ils ont manqué de faire preuve de bonne foi. En réalité, puisque vous vous rappelez bien, lorsqu'il s'était agi au niveau de la Côte d'Ivoire, où on avait assisté à l'élection présidentielle à laquelle Alassane Ouattara et Gbagbo ont participé, nous avons vu un président de la CENI qui avait peur au début de proclamer les élections. Ensuite, nous avons vu que les forces des Nations Unies qui étaient présentes sur le sol ivoirien a pris les dispositions pour assurer la sécurité de ce monsieur pour qu'il proclame la vérité des urnes. Et après, nous avons vu ce qui s'est passé. La vérité des urnes a été proclamée avec la protection d'une force, quoi qu'on dise, étrangère, mais qui s'est rendu compte que si elle n'intervenait pas, ça allait causer des problèmes. Donc, on se disait qu'au niveau du Gabon, l'armée qui normalement s'est dit que dans de telles situations, elle doit prendre sa responsabilité, devrait faire quoi? Devrait faire en sorte que la vérité des urnes puisse être connue. Puisque tout le monde est d'accord qu'en 2016, c'est l'opposition qui avait gagné les élections. Ensuite, cette année, avec toutes les irrégularités qui ont été manigancées, avec tous les artifices qui ont été mis en place par le président Ali Bongo, mais la population s'est déplacée pour voter massivement. Même si on peut constater quelque quoi qu'au niveau du déroulement du scrutin, ce qui se passe un peu partout dans les pays africains, lorsqu'il y a de ce genre de rendez-vous électoraux, on se rend compte que sur place, dans les bureaux de vote, il va manquer peut-être des bulletins pour certains, il va manquer peut-être de tel matériel, il va manquer peut-être de telle supervision et tout ça là, mais cela n'enlève en rien. Si vraiment l'armée avait la ferme volonté de rétablir la vérité des urnes, de faire en sorte que le Gabon puisse continuer sur la voie démocratique en n'interrompant pas ce processus dans lequel le Gabon s'est mis en place, avec, comme vous l'avez dit, des milliards qui ont été mis en place, normalement, ils devront s'assurer, d'abord, garantir la sécurité de tous ces acteurs-là qui ont la volonté de dire la vérité par rapport à ce qui s'est passé, et pour qu'on ait la vérité des urnes et que celui qui a gagné véritablement puisse assurer les rênes de la gestion des affaires publiques. Sauf que dans de tels cas, et peut-être que ça va nous amener aussi à repenser, parce que moi je me dis que lorsqu'il y a un processus électoral, il n'appartient pas à l'armée d'annuler les élections. Ce n'est pas son rôle, ça. Il y a des institutions spécialisées qui sont mises en place. Et si ces institutions-là, à la tête desquelles M. Ali Bongo a nommé peut-être des personnes qui lui sont proches, s'ils ont peur de proclamer la vérité des urnes et la vérité des élections, je pense que ça a l'armée de leur assurer que désormais vous avez derrière vous une armée républicaine, une armée qui est capable de défendre les idéaux de la démocratie, d'un état de droit. Donc vous pouvez dire la vérité pour qu'on puisse continuer la nouvelle aventure. Sauf que dans une telle situation, on sent que l'armée aussi avait la volonté de prendre le pouvoir, notamment le général de brigade Brice Oligui Nguema. Et depuis qu'il a été déposé, on a entendu Ali Bongo lui-même s'exprimer en anglais, demandant à ses amis to make noise, faire du bruit pour qu'il soit rétabli dans ses fonctions, mais on n'a pas l'impression que son appel ait vraiment été entendu, puisque Ali Bongo renversé, aucun appel à rétablir Ali Bongo dans ses fonctions n'a été lancé au niveau des chancelleries. On a entendu la Chine qui a demandé que la sécurité du président soit garantie. D'autres pays ont également réagi. Notamment, il y a aussi l'opposant qui a réagi. Nous allons écouter donc l'opposant, celui qui était candidat face à Ali Bongo Ondimba, qui a réagi. Pour lui, il ne s'agit pas d'un coup d'État, mais d'une révolution de palais. Nous écoutons l'opposant gabonais.
Il faut situer les choses dans leur contexte. D'abord, ce n'est pas un coup d'État, c'est une révolution de palais. Oligui Nguema est le cousin d'Ali Bongo. Et la campagne, c'était 60 ans de Bongo, c'est trop. Les Bongo ont trouvé qu'il fallait mettre Ali Bongo de côté et poursuivre effectivement le système Bongo PDG. Et ils ont mis Oligui Nguema en avant. Derrière Oligui Nguema, nous savons qui est là. Donc c'est toujours le système Bongo qui continue, c'est pas un coup d'État. Eh bien, derrière Oligui Nguema, il n'y a pas à chercher, c'est Pascaline Bongo qui est là, c'est tout. Donc Oligui Nguema n'est qu'un sous-fifre. Il y a derrière Oligui Nguema, Pascaline Bongo. Et le clan Bongo continue avec le pouvoir. Voilà ce que dit donc l'opposant Albert Ondosa, qui a été déclaré perdant de la présidentielle. Et donc, comme nous le disons, aucun appel à rétablir Ali Bongo dans ses fonctions jusqu'au moment où nous sommes en train de parler. Une réaction à ces propos de l'opposant qui estime que ce n'est pas un coup d'État mais une révolution de palais. Oui, on peut accepter. C'est un peu triste si lorsque j'ai suivi l'opposant, c'est comme si on est en train d'écarter l'opposant là au pouvoir. C'est-à-dire qu'on évitait la succession des Bongo avec cet homme qui a au moins eu l'option populaire des Gabonais. Nous savons que le Gabon, c'est un pays avec une population très minime. C'est qu'en 2700 personnes là-bas. Non, vous voulez dire une population. Oui. Vous avez dit 52 000, c'est pas possible. 2 millions. Ouais. Oui, non, quand on prend tous les étrangers, ils sont à peu près 2 millions, peut-être. Oui, 2 millions, à peu près 2 millions de population. L'opposant a été au moins rassemblé autour de lui une coalition. Il est issu d'une coalition qu'il a portée. Candidat unique d'une coalition. Il était candidat unique de l'opposition gabonaise. Mais si aujourd'hui il a fait ce genre de déclaration, que bon, c'est Pascaline Bongo qui est derrière le général. Qui est derrière le général. Bon, si tel est le cas, pourquoi attendre jusqu'à l'organisation des élections et annuler les résultats globaux et faire l'obstruction entre lui et le peuple avant de désigner Pascaline Bongo? On peut toutefois aller au référendum, changer la constitution, ou bien changer la constitution maintenant, imposer Pascaline Bongo, parce que le pouvoir des Bongo, c'est un pouvoir qui a trop duré, et qui a des liens, qui a des amis occidentaux qui le soutiennent effectivement. Mais dire que c'est Pascaline Bongo qu'on est en train de protéger, qu'on est en train de faire venir au pouvoir tactiquement et techniquement, bon, je vois que c'est un peu trop tôt d'affirmer sans se baser sur des bases solides. Donc, moi, c'est un peu, la situation est un peu floue. À votre niveau. En tout cas, ça, c'est l'analyse d'Albert Ondosa. Samir Orosama, est-ce que quelque part, si on suit l'analyse de l'opposant, avec ce coup d'État, c'est le clan Bongo B, en pensant à Pascaline, qui est toujours à la manette, mais dans l'ombre? Non, je pense que ça saute aux yeux, c'est du bonnet blanc, blanc bonnet, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand vous prenez le général qui a été désigné pour être le président de transition, c'est le bon petit de l'ancien président, Omar Bongo, c'est lui qui l'a vraiment pris. Il est du Haut-Togo aussi. Exactement, donc il était vraiment à ses côtés, même beaucoup disent que même à sa mort, il était juste à ses côtés, et il a transmis un certain nombre de messages comme quoi il doit pouvoir prendre soin de son enfant, de veiller à ce qu'il puisse gouverner dans de bonnes conditions et tout ça là. Donc quand vous prenez quelqu'un qui a fait le régime pendant plus de 40 ans au service du régime, et qui sort un beau matin et dit que la situation économique est catastrophique, la situation sociale est catastrophique, les institutions sont inféodées, est-ce que nous devons croire à la sincérité d'une telle personne après avoir servi, après avoir joui des privilèges
d'un État comme ça, après avoir lui-même, comme je l'ai dit, après avoir profité d'un certain nombre de facilités en étant au service de la famille Bongo, et on nous sort un beau matin, on aurait pu voir quelqu'un d'autre de nouveau qu'on n'a jamais vu, qui n'a aucun lien avec la gestion des affaires sous la famille Bongo, prendre la tête de cette transition, que on aurait peut-être cru que bon, il y a un changement qui s'annonce véritablement. Je pense que l'opposition, elle est restée véritablement fidèle à cette logique-là. C'est vraiment la même chose qui continue, c'est la même famille Bongo, même si ce n'est pas le nom Bongo que nous retrouvons aujourd'hui, sauf que derrière, il y a au moins une partie de la famille Bongo qui est derrière le général. Donc, il n'y a pas une véritable surprise. Quand vous voyez les premiers pas qu'il pose, il a rencontré le patronat il y a deux jours ou une journée, les promesses qu'il a faites, lutte contre la corruption, les gens qui sont aujourd'hui démasqués, beaucoup de billets de banque présentés. On parle de combien de milliards déjà qui ont été récupérés. Il y a de la sincérité ou c'est juste de la poudre de perlimpinpin? Non, comme on le dit, il veut faire bonne image, il veut faire une bonne impression, puisque s'il veut véritablement lutter contre la corruption, je pense qu'il devrait commencer par lui. Il devrait restituer tous les deniers publics de l'État qu'il a détournés pour se procurer des biens à l'étranger, des biens dans son propre pays. Il doit pouvoir restituer tous ces biens-là pour montrer le bon exemple. Sauf que là, il est en train de faire ce qu'on appelle un règlement de compte. Vous savez qu'il a connu une descente de désert pendant un certain nombre de temps. Lorsqu'il a été écarté pendant quelques années, on l'a envoyé à l'étranger. Beaucoup disent que ça ne colle pas véritablement entre lui et Madame Sylvie Bongo, avec le clan de son fils aussi, Nourindine Bongo. Je pense qu'il profite de l'occasion pour régler des comptes à un certain nombre de personnes. Ensuite, il a besoin d'une assise. Il a besoin d'une assise nationale. Donc, il a besoin de faire bonne impression pour pouvoir gérer. Sinon, je peux vous l'assurer avec certitude que si on laisse le général Brice Oligui Nguema au pouvoir pendant 3 ans de transition, le Gabon ne connaîtra aucun changement. Je vous l'assure. Alors, d'un autre côté, puisqu'on parle donc des réactions, beaucoup attendaient les réactions occidentales. On va écouter Elisabeth Borne, la chef du gouvernement français, qui a également réagi. Une fois de plus, au cours de cette année, vous avez répondu présent et l'action du réseau diplomatique français a été marquée par la réponse à plusieurs crises majeures. La guerre en Ukraine, qui se poursuit et s'inscrit dans le temps long, la situation au Soudan et l'organisation remarquable de l'évacuation de nos ressortissants, le coup d'État au Niger et désormais la situation au Gabon que nous suivons avec la plus grande attention. Et permettez-moi justement, comme le président de la République lundi, de rendre un hommage particulier à notre ambassadeur au Niger, Sylvain Ité. Bon, vous l'avez entendu, il n'y avait pas eu grand-chose sur le Gabon. Nous observons la situation. On sait que la France a la DGSE, c'est la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, qui suit quand même de près ces genres de situations. Depuis là, on a eu des réactions assez timorées, pas à la mesure de ce qui s'est passé au Niger. Ces deux situations opposées, il y a un bon coup d'État et un mauvais coup d'État? Bon, on peut dire que pour le peuple... Non, moi je parle sur le plan diplomatique, de la réaction Non, moi je croyais que la PM ou bien la chef du gouvernement française va dire quelque chose, mais son discours a été vide. Il n'a rien dit de concret, de substance, mais il a fait de rappel seulement de tout ce qui s'était passé au niveau du Sahel, et maintenant il s'est arrêté. Au Gabon, il n'a rien dit. Mais pour eux, et pour les Africains, il y a des coups d'État. Pour la France, peut-être il y a des coups d'État salutaires. Et il y a les Africains, il y a d'autres coups d'État. Parce que l'Afrique a été victime de la colonisation, de la traite négrière, de beaucoup de choses. Et pour retourner ces pages sombres, les Africains sont d'arrache-pied chaque jour pour au moins aller de l'avant. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, il y a la Chine qui frappe la porte ou bien le portail à toutes les nations africaines à travers la Russie. Il y a le partenariat
malienne, etc. Ça fait qu'aujourd'hui, la France, comme nous connaissons la France avec sa diplomatie qui ne donne rien, on est là à faire de beaux discours, on est là à amplifier, on est là à diviser pour régner. Bon, aujourd'hui, le résultat est là. Le résultat est là au Niger. Avec le peu de temps qu'on a accordé à l'armée russe à travers Wagner, au moins il y a la stabilité dans la sous-région malienne, de même que le Burkina Faso, le jeune Ibrahima Traoré qui est au pouvoir aujourd'hui au Burkina, je ne suis pas sûr que sa présence dérange les Burkinabés, jamais. Ça ne dérange en aucun cas les Burkinabés, plutôt les civils qui étaient au pouvoir là-bas entre-temps, leur présence, leur gestion a été une gestion chaotique, très très chaotique avec des morts d'hommes, et il y a certaines zones qui sont vides d'hommes, et avec l'avènement des jeunes qui sont au pouvoir aujourd'hui, on peut dire que ces coups d'État sont salutaires pour le peuple africain. Les coups d'État, bien que moi j'ai la faiblesse d'être juriste et je ne peux pas soutenir un coup d'État ou bien le renversement des institutions par les armes, mais en voyant notre continent, en voyant comment on est en train de positionner des bases militaires partout, ça et là, ça laisse désirer que bon, on est en train de récupérer, on est en train de dépouiller nos institutions, on est en train de sauter la souveraineté que nous conférons à nos États. On est en train de sauter cette souveraineté au détriment de la métropole. Donc, pour terminer mon analyse, je peux dire que il y a d'autres coups d'État dans le coup d'État au niveau du Tchad, où on a vu rapidement la France s'est glissée aux côtés du putschiste et même a participé à son intronisation le jour-là. Et c'est un peu compliqué de voir une nation, une grande métropole qui se dit être démocrate, qui respecte les droits de l'homme, se comporter vis-à-vis des peuples africains sans respect des droits de l'homme. Et c'est un peu embêtant, c'est révoltant. Alors, Samir Ouro, réaction un peu timorée par rapport au coup d'État au niveau du Gabon. On a même vu Joseph Borrell qui a été très réservé. Je l'ai dit, il n'y a que la Chine qui a demandé que la sécurité du président soit garantie. La France dit suivre la situation de très près, parle d'élections qui ne s'est pas déroulée dans les conditions optimales. Alors que par rapport au Niger, il y a eu une ferme condamnation, demande de ramener l'ancien président au pouvoir. Je sais que Ali Bongo n'a pas non plus fini son mandat qui était en cours, ça lui reste encore quelques semaines. Finalement, c'est quoi? C'est l'hypocrisie diplomatique habituelle ou qu'est-ce qui se passe là? Non, je pense que le principal élément qui motive un peu la réaction des différents États au niveau de la scène internationale, notamment les organisations internationales, sont les intérêts. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand vous prenez un peu le président Omar Bongo, Ali Bongo autant pour moi, il n'est pas en bon terme avec la France. C'est-à-dire que Monsieur Ali Bongo a fait adhérer son pays à la Commonwealth. Donc il y a une certaine mésentente qui est née, qui a perduré sur le temps entre Paris et Libreville. Donc dans de telles situations, c'est impossible de voir Paris lui glisser quelques mots de sympathie et tout ça là. Donc, sauf dire que nous suivons ça de près. Nous suivons ça de près par rapport aux intérêts de Paris et de France et de la France qui sont au Gabon et par rapport aux ressortissants français qui sont au Gabon pour voir qu'est-ce qu'il faut faire peut-être pour évacuer ou pour préserver les intérêts de Paris, notamment la base militaire de la France qui est dessus. Mais quand vous regardez un peu, vous vous rendrez compte que la Chine, qui est le premier partenaire économique du Gabon, a été l'un des pays où l'une des puissances a réagi véritablement et a demandé à ce que le régime civil soit rétabli. Donc eux aussi, ils ont des intérêts au Gabon. Donc ils n'ont pas intérêt à préserver leur intérêt. Une base militaire exactement. Donc ils n'ont pas intérêt à ce que le président Ali Bongo soient chassés du pouvoir. Ils ont besoin de quelqu'un qui les comprend et qui les a accordé un certain nombre de facilités pour leur permettre d'étendre leur influence sur le continent africain. Maintenant, quand vous regardez les autres pays, les autres organisations internationales comme la CEMAC,
C'est-à-dire qu'on n'a pas senti Il y a une pas eu de semaine. réaction. On se rend compte On a eu l'Union véritablement africaine jusqu'à exclure le Gabon. Véritablement. Et puis ce sont les mêmes rituels lorsque de ce genre d'événement, ce pays est suspendu de toutes les institutions. C'est-à-dire que on a comme l'impression que c'est le même communiqué qu'on retape un peu pour changer le nom du pays. Donc c'est devenu une pratique diplomatique, une pratique organisationnelle au niveau de ces institutions-là. Mais moi, qu'à cela n'en tienne, je pense qu'il est important que nous attelons à ce que les voix africaines puissent prévaloir. C'est-à-dire que lorsqu'il y a de telles situations sur le continent, la seule organisation crédible ou les seules institutions internationales crédibles à émettre des voix pour qu'on rétablisse un régime, ça doit être une organisation africaine. Ça doit être par exemple l'Union africaine. Ça doit être par exemple la CEMAC ou la CEDEAO. Parce que si nous voulons construire un développement qui puisse prendre compte des aspirations, des réalités endogènes, nous devons aussi être prêts à faire confiance aux institutions internationales, régionales au niveau de notre continent, au niveau de notre sous-région. C'est justement à ce prix-là qu'on arrivera à se franchir du joug colonial, du joug de l'impérialisme, du joug occidental, comme les gens le disent. Mais est-ce qu'il y a un coup d'État qui est bon, un coup d'État qui n'est pas bon? Je ne pense pas, parce que dans le monde où nous sommes là, et je pense que, sauf si je ne me trompe, il n'y a que les Africains qui n'ont pas encore compris que ce sont les intérêts qui guident les nations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas d'amis. C'est-à-dire vous n'avez pas des gens qui puissent venir vous aider pour quoi que ce soit. S'ils n'ont pas des intérêts chez vous, ils ne viendront jamais. Le président gabonais a dit to make the noise, de faire du bruit. De faire du bruit par rapport à quoi? Véritablement, les gens n'ont pas compris son message. De faire du bruit pour dire qu'on condamne, on fait ceci, on fait cela. Parce que, quoi qu'on dise, il sait que sa vie n'est pas en danger par rapport à tout ce qu'il a eu à faire, ou par rapport à ce que son père a fait pour le président de transition. Je pense qu'il ne pourra rien faire pour sa vie, sauf qu'il voulait qu'il y ait un certain bruit au niveau diplomatique, que les pays se positionnent pour dire que ce n'est pas bon, ce n'est pas ceci. Sauf que j'ai comme l'impression que la phase des Bongo semble être tournée. Donc, disons, véritablement, la famille Bongo semble être tournée, même si on retrouvera peut-être un jour derrière ces militaires une partie de la famille Bongo, mais on n'aura plus un Bongo au pouvoir au niveau du Gabon. Je pense que c'est déjà une bonne chose. Alors, le roi est mort, vive le roi, comme on le dit souvent. Le nouveau roi, c'est Clotaire Oligui Nguema, donc, qui semble plutôt être dans la posture de quelqu'un qui déroule un programme présidentiel. C'est quand même assez curieux. Juste 2 mots sur ça. Parce que quand on regarde ce qu'il fait, il prêtera serment lundi. Il lance un légaliste, en fait. La lutte contre la corruption et tout ça. Ça, c'est le programme de campagne présidentielle. Oui, il a déjà un chronogramme, son calendrier. Donc, on va l'introniser lundi prochain. Mais seulement ce que je reproche à cette personne avec son entourage, ils ont vite allé en besogne en citant certaines personnes, certains noms. Alors que normalement, c'est après son intronisation, après la prise, la justice de faire aussi après la travail. prise de pouvoir par la Cour constitutionnelle, il sera devant la Cour constitutionnelle pour être intronisé. Et après ça, ils vont confier la liste là à la juridiction judiciaire de poursuivre son travail. On va marquer la pause, messieurs. On se retrouve après le journal pour continuer.